Merci d'avoir répondu à l'appel de l'AIFBD pour cette première en janvier. Je suis Essenam Foumé et on vous remercie encore une fois d'être là avec nous. Et donc, ce webinaire, cet après-midi pour nous qui sommes en Afrique ou pour cette matinée pour ceux qui sont dans les autres continents, parlera des bibliothécaires universitaires et de leurs usagers et de la manière dont ils réinventent la relation entre eux à l'ère du numérique. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Danielle Capolini, la présidente de l'AIFBD, pour quelques mots. Merci. Danielle, vous avez la parole. Voilà, je m'excuse, j'avais fermé mon micro pour pas qu'il y ait trop de bruit. Voilà, ça a pris un peu de temps. Je vous remercie à tous de votre présence. C'est vrai que c'est une première, il me semble, pour la section communication et visibilité. Je dois remercier évidemment toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, mais également évidemment toutes les professionnels qui ont accepté d'être panélistes, hein, que ce soit Joséphine Kété, qui est à l'université de Douala, évidemment au Cameroun, Victoria, à Moncton au Canada, et Fatou Kiné Diop, qui est au Sénégal. Je pense qu'on les présentera, je pense que Senam les présentera encore mieux que moi tout à l'heure. Moi, mon propos, c'est simplement de parler un tout petit peu de l'AIFBD, auquel vous êtes peut-être adhérents, peut-être pas, puisque nous avons ouvert ce webinaire à toutes les personnes intéressées, y compris les non-adhérents. Donc, le propos de l'AIFBD, vous savez, c'est une association francophone internationale des professionnels des bibliothèques et de la documentation. Elle a été fondée en 2004 au moment d'un congrès de l'IFLA. Alors, je crois que c'est en Amérique du Sud, de mémoire. Et puis, le premier conseil d'administration a lieu en 2009. On doit cette belle association très active avec des personnes, des bénévoles extrêmement investis. Moi, je le constate chaque jour à Régent Savard, qui est professeur des universités à Montréal et qui est encore extrêmement actif. Donc, le propos de la FBD, vous savez que c'est de mettre en relation, mettre en réseau tous les professionnels des bibliothèques et de la documentation francophone, mais également de valoriser tous ces professionnels-là. Et j'ai pu voir, j'ai pu constater d'une façon générale partout où j'ai pu aller, que ce soit à Montréal au mois de novembre, au Maroc lors de l'école d'été au mois de mai, et puis lors des rencontres, quand je suis allée, par exemple, sur l'espace francophonie à Paris, où j'ai vu des personnes, effectivement, qui étaient de l'AIFBD aussi, qui avaient pu se déplacer pour certains. J'ai vu à quel point les professionnels sont investis dans leur travail, leur métier, ont un sens très pointu de l'intérêt général et de leur mission d'accès à l'information, à la culture, à la lecture, bien évidemment. Et tout ça, il faut évidemment le valoriser. Alors, j'en profite pour vraiment remercier, mais vraiment de tout mon cœur, et on doit ce webinaire à ces personnes-là, donc c'est-à-dire Essenam, Adjovi Essenam Fumé, qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour cette mise en place de webinaire, voilà, avec Fatima Orisso Ngueye. Toutes les deux ont beaucoup travaillé. Merci à Hélène Huet, donc qui est en Floride, elle, et qui nous a donné un accès à Zoom, dans ce webinaire, puisque moi j'avais un accès très, très court, et qui enregistre le webinaire qui sera sans doute diffusé, je pense, en tout cas sur un système clos. Et puis, un grand merci un nouvel adhérent qu'on accueille avec joie, qui est Dambawel, j'espère que je prononce bien, et qui a produit l'image, enfin l'affiche que vous avez tous vue lors de l'annonce de ce webinaire. Donc, je vais aller très vite. Donc, je rappelle, l'émission de l'AIFBD, c'est évidemment de valoriser les professionnels francophones, de
d'avoir un melting pot, une mutualisation des cultures, des pratiques, une mutualisation aussi, certes, de la langue française, mais la langue française s'exprime différemment sur les territoires sur lesquels vous êtes. Je veux dire, on parle français, certes, mais sans doute différemment et avec ses cultures propres, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada, en Suisse, voilà, en France, bien évidemment. Et ça, c'est important. Et puis, les bibliothécaires, évidemment, on le sait, on le voit, et c'est le rôle de l'AIBD, participent à leur formation et à la professionnalisation, notamment lors des écoles d'été, qui sont, franchement, moi je l'ai constaté parce que je suis présidente depuis pas si longtemps, hein, depuis 2023, et moi-même je suis en plus à la retraite, donc je suis finalement assez retirée de ces milieux-là professionnels, hein, en activité, je ne suis plus en activité. Mais en tout cas, je vois à quel point les écoles d'été, enfin, sont d'un niveau exceptionnel, et en tout cas mettre en perspective des enjeux et des enjeux que vont pouvoir, qui sont ceux des professionnels actuellement, et qui nous emmènent aussi vers des perspectives nouvelles. Donc je pense que vous avez tous reçu le programme de l'école d'été de Québec et de Montréal, puisque ça va être sur 2 sites différents. Vous savez que vous pouvez évidemment vous y rendre si ça suppose un certain coût, si votre administration vous permet de le faire, mais évidemment, il y a aussi la possibilité d'y assister à distance. Voilà, nous, on est à votre écoute, on vous répondra à vos mails si nécessaire, bien évidemment. Alors pour ceux qui ne sont pas adhérents, ben, j'espère que ce premier webinaire et ce qui va suivre va vous permettre enfin, en tout cas, va vous donner envie de faire partie de cette communauté. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole parce que je crois que ce que je dis, c'est pas forcément très intéressant, et je vous remercie vraiment à tous. Je dois remercier tous ceux qui participent, les panélistes et les organisatrices. Merci encore. Merci beaucoup, Daniel. Merci de nous avoir parlé de l'AIFPD. En tout cas, les participants, n'hésitez pas, on partagera le lien d'adhésion. OK, merci beaucoup, Hélène, dans le chat. Comme ça, si vous êtes intéressé par l'association, n'hésitez pas à adhérer. Merci. Et donc, je vais rappeler le thème de notre session, bibliothécaire, universitaire et usager, réinventer la relation à l'ère du numérique. Nous sommes avec trois femmes de différents continents. Dans l'ordre, Joséphine Kété de l'Université de Douala, Fatou Kiné Diop du Centre africain d'études supérieures, que nous appelons communément ici au Sénégal le CESAG, et Victoria Volcanova de l'Université de Montchamp au Canada. Donc, Victoria, je vous laisse la parole, vous vous présentez. Excellent, merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est le matin ici au Canada, donc je vais me présenter puis dire, est-ce qu'on dit déjà quelques mots sur notre contexte de travail ou c'est seulement la présentation très courte? Vous pouvez dire, vous vous présentez et vous présentez également votre environnement. Excellent, excellent. Donc, je suis Victoria Volcanova. Merci beaucoup de m'avoir invitée à participer à cette table ronde. Donc, je suis canadienne d'origine russe, d'où le nom pas canadien. Alors, moi, je travaille à l'université de Moncton. C'est une université de langue française au Canada, dans la province de Nouveau-Brunswick. Comme vous savez, le Canada, c'est un pays bilingue, donc le français et l'anglais sont les deux langues officielles du pays. Donc moi j'habite dans la région qu'on appelle couramment l'Acadie, donc c'est vraiment une région francophone, mais aussi la province de Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue, donc les deux langues ont le statut égal. Maintenant, l'université de Moncton, c'est une université, comme je dis, de langue française qui est située sur 3 campus. Puis moi, je vais vous présenter quelque chose tout à l'heure. Je vais prendre 2 minutes pour faire ce qu'on appelle une reconnaissance du territoire. C'est quelque chose qui est devenu très courant dans les dernières années, vu la situation au Canada, le fait qu'on habite en fait sur les terres ancestrales non cédées des peuples
de Premières Nations qui étaient ici bien avant les Européennes. Donc, habituellement, ici, chaque webinaire ou chaque rencontre qu'on a, on débute par cette reconnaissance de la terre. Donc, nous, on dit la chose suivante. L'Université de Moncton reconnaît que ces 3 campus sont situés sur les terres ancestrales non cédées des Wolastoqiyik, Malécites et des Mi'kmaq. Ce sont des 2 peuples qui étaient ici avant nous. Ces nations autochtones et leurs territoires sont régis par les traités de paix et d'amitié élaborés et signés par le passé avec la couronne britannique au XVIIIe siècle. Les traités n'abordaient pas la cession des terres et ressources, mais ils reconnaissaient plutôt le titre que ces nations-là avaient sur les terres et donc définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Donc, vous savez, peut-être certains d'entre vous suivez un petit peu dans les nouvelles qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour justement reprendre nos relations avec les peuples ancestrales ici au Canada. Bref, donc j'ai fait la reconnaissance territoire. Puis, donc ici à l'Université de Moncton, en fait, ça va faire le 1er février, ça va faire 20 ans que je suis ici. C'est mon petit anniversaire du travail, ça fait 20 ans. Puis, je dois aussi dire que je suis l'ancienne étudiante de Régent Savard, que Daniel a mentionné ici. Il y a 20 ans, j'étais justement à mes études. Puis, je me souviens très bien des débuts de l'AFBD parce que j'étais là au caucus francophone au congrès de l'IFLA. En tout cas, ça fait chaud au cœur de voir qu'est-ce que l'association est devenue depuis. Alors, l'Université de Moncton, la bibliothèque Champlain où je travaille, en fait, on a plusieurs bibliothèques du réseau universitaire ici. Et donc, à la bibliothèque Champlain où je travaille, je suis bibliothécaire responsable de plusieurs dossiers. On est une petite équipe, 8-9 personnes, donc on a tous plusieurs dossiers dont on s'occupe. Donc moi, ma spécialisation, c'est la communication savante. On parle de scholarly communications. Je m'occupe aussi de tout ce qui est l'éducation ouverte. C'est un dossier qui est relativement nouveau depuis quelques années. Donc, c'est les ressources éducatives libres, la pédagogie ouverte. Donc, je suis en train de développer un petit peu ce nouveau terrain. Et donc, je suis aussi bibliothécaire intégrée à la faculté des sciences. Donc, plus tard dans la discussion, on va parler de nos relations avec les membres du corps professoral, des étudiants. Donc, là, je vous dis déjà quelque chose qu'on appartient, toutes mes collègues et moi, on a tous distribué dans les facultés. Donc, ça vous donne un petit peu un début du contexte dans ce sens. Et je pense que ça fait le tour. Donc, c'est ça mon rôle. Puis, j'ai hâte de discuter avec vous, les collègues, répondre à vos questions par la suite. Merci. Merci beaucoup, Victoria. On t'a suivi avec joie et merci de nous avoir fait voyager à Moncton. Je passe alors la parole à Fatou. Fatou, veuille te présenter, s'il te plaît. Merci beaucoup, Essenam. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Fatou Diop et je suis documentaliste au Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, comme on l'appelle ici à Dakar, et dans la sous-région africaine. Donc, du coup, le CESAG, la petite histoire du CESAG, c'est qu'à l'époque, avant 1980, le CESAG appartenait aux pays de l'Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Mais avant l'Union économique monétaire ouest-africaine, le CESAC appartenait au Sénégal. Donc, suite à cela, après l'indépendance des pays, après, que l'école ait connu une période difficile, donc les pays de la zone UMOA ont décidé de se regrouper pour former une école des communautés. Donc, l'UMOA, les 8 pays de l'UMOA, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, des Sénam fumés. Donc, du coup, voilà, les 8 pays se sont regroupés ici au CESAG, au Sénégal, donc pour donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le CESAG. Donc, du coup, des années après, nous nous sommes retrouvés avec 25 nationalités
africaine. Donc, aujourd'hui, il y a 26 pays d'Afrique, pas seulement d'Afrique de l'Ouest, mais d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, qui ont rejoint le CESAG. Et à travers cela, nous sommes aujourd'hui 1500, voire 2000 étudiants de la sous-région ouest-africaine. Donc, le CESAG, c'est une business school qui s'est, comment dirais-je, donné pour objectif de former de jeunes cadres africains parce qu'on s'est rendu compte qu'il était nécessaire avec, comment dirais-je, avec comment dirais-je, le manque de cadres dans nos pays, qu'il fallait former des jeunes qui sont soit dans les domaines des finances, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des projets, trucs comme ça. Donc, pour que au moins nos États puissent être développés. Et puis, voilà. Donc, c'est l'histoire, la petite histoire du CESAC. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes 26 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est une école, une business school internationale, publique internationale. On peut y venir soit parce qu'on est professionnel dans comment dirais-je, dans des ministères ou alors dans des administrations africaines, francophones, bien sûr. Et aussi, après le bac, aujourd'hui, il y a des étudiants qui viennent nous rejoindre. Donc, voilà, on est très ouvert, très open. Donc, la bibliothèque du CESAG, aujourd'hui, on n'est que 2. Avant, on était 4 quand je venais d'arriver. Donc, là, il n'y a que mon N+1 et moi qui dirigeons actuellement la bibliothèque. Donc, moi, je suis chargée d'accueillir, d'enregistrer les prêts, retours, d'aider les étudiants à la formation sur nos plateformes. Ça aussi, on va voir ça après. Donc, du coup, le CESAC, retenez que c'est l'Afrique en miniature. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatou. Merci de nous avoir parlé du CESAC, l'école panafricaine. Je donne la parole alors à Joséphine. Donc, Joséphine, si vous nous entendez, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Joséphine? Je ne sais pas si Joséphine nous entend. Joséphine, vous nous entendez? Allô? Oui, Allô? merci. Oui, Joséphine, vous avez la parole. D'accord. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue au Cameroun, bienvenue à Douala, bienvenue à l'université et surtout à la faculté de médecine. Je suis Joséphine Kété, responsable de la bibliothèque spécialisée de la faculté de médecine de l'université de Douala. Vous me recevez? On vous reçoit Allô? 5 sur 5. Oui. D'accord. Alors, l'université de Douala fait partie des 11 universités d'État que compte le Cameroun depuis la réforme de 1993. Et c'est une université qui est constituée de 11 établissements, 11 établissements parmi lesquels la faculté de médecine où j'officie en tant que responsable de la bibliothèque spécialisée. Dans notre bibliothèque, nous sommes couronnés par le doyen et nous sommes 3, j'ai 2 collègues avec moi avec qui nous travaillons au quotidien à mettre l'information à la disposition des étudiants. Et nous nous battons pour accomplir notre tâche malgré quelques difficultés que nous pouvons rencontrer. Merci beaucoup, Joséphine. Un plaisir pour nous aujourd'hui d'être avec vous ou de vous avoir parmi nous. Et les collègues se sont présentés et je me présente également. Et c'est Nam Foumé, je suis bibliothécaire ou médiathécaire à la bibliothèque de l'Institut français du Sénégal à Dakar. Donc, nous allons aller dans le vif du sujet, de ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et donc, la première question, je voudrais bien la poser à Fatou pour qu'elle puisse nous dire quels sont les besoins des usagers du CESAC en ce qui concerne aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons où le numérique est très, très, très présent.
Voilà, merci beaucoup, Senam. Donc, du coup, je dirais qu'à l'ère du numérique, c'est surtout la demande constante qui revient à chaque fois, c'est est-ce que vous avez des ressources documentaires en ligne? Et bien entendu, oui, on en a. Parce que moi, je suis arrivée ici en 2012 et quand je suis arrivée, j'avais déjà trouvé que les collègues qui étaient là avant moi avaient déjà installé le catalogue de la bibliothèque du CESAC en ligne. Donc, du coup, en ligne, il y a les ressources documentaires, que ce soit les mémoires de fin d'études, les ouvrages, les rapports de stage, les projets professionnels, c'est déjà dans le catalogue, donc du coup accessible même à partir de la maison, partout où qu'il soit en Afrique. Parce qu'il faut dire, en tenant compte du contexte sous-régional que les étudiants n'avaient pas forcément à Dakar et qu'après leur formation, ils retournent dans leur pays respectif, il fallait tout faire pour que les ressources documentaires soient présentes en ligne. Donc, du coup, dans le catalogue, on peut y retrouver des mémoires en ligne, des projets professionnels en ligne. Par contre, les ouvrages ne sont pas en ligne. Donc, pour améliorer cela, nous sommes, comment dirais-je, abonnés à la bibliothèque numérique ScholarVox internationale, où nous avons 1500 places. C'est le CESAC même qui paie la subscription à ScholarVox. Et aussi, pour les revues électroniques, nous avons tout fait pour mettre en place aussi, pour prendre un abonnement chez Kerninfo. Donc, voilà, on a des ouvrages, des mémoires en ligne, des ouvrages en ligne, des mémoires, des revues avec Kerninfo pour pouvoir répondre aux attentes de nos utilisateurs. Maintenant, toutefois, le problème avec l'accès en ligne, le CESAC peut tout faire pour mettre à la disposition de ses étudiants les ressources numériques, mais le problème, c'est que la fracture numérique se trouve dans les pays même de nos étudiants. Parce que parfois, quelqu'un qui est au Mali avec l'instabilité peut vous dire, Madame, je ne pourrai pas y accéder. Quelqu'un qui est au Niger aussi va te faire la même remarque, mais à ce niveau-là, c'est pas de notre faute. On comprend très bien. Donc, du coup, on a tout fait, en tout cas, pour que, une fois rentrés chez eux, ils puissent y accéder. Donc, du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que la bibliothèque a déjà des ressources numériques en ligne, que ce soit des mémoires, projets et ouvrages, pour répondre aux attentes des utilisateurs. Donc, du coup, en gros, c'est ça. Et aussi, une fois que c'est fait, la bibliothèque dispense des cours de recherche documentaire aux étudiants, parce que en fait, les étudiants sont là d'habitude pour 3 ans ou pour 5 ans, de la licence 1 à la 3e année de licence, et aussi ils peuvent continuer jusqu'au master 1 et 2. Donc, pendant tout ce temps-là, à chaque fois, c'est mon supérieur hiérarchique qui dispense le cours de recherche documentaire. Aussi, on a mis en place des guides d'utilisation, des tutoriels pour aider les étudiants après le cours de recherche documentaire. Voilà, s'ils ont des lacunes ou trucs comme ça, ils peuvent à chaque fois lire le cours pour essayer de se performer. Aussi, la bibliothèque, bon, comment dirais-je, nous sommes tout le temps disponibles en ligne parce qu'ils ont nos numéros, nos mails, et on est très réactifs aussi. Et ce qui est super d'ailleurs, parce que comme nous sommes dans une bibliothèque, dans une institution régionale avec beaucoup de filières, donc l'année surpassée, il y a le programme de marketing qui s'est amusé un peu à faire un questionnaire dans l'école au niveau de tous les services. Et heureusement, la bibliothèque du CESAC a eu 88% de satisfaction de tous ses usagers parce que ce soit en ligne ou alors sur place, on a tout fait pour répondre aux besoins des usagers. En gros, c'est ça. Oh, merci beaucoup. Je suis contente de savoir que chez vous, vous arrivez à satisfaire les besoins de vos usagers. 99, vous avez dit? 88%. 88%, c'est déjà assez à l'heure du numérique. Et je comprends bien également que l'un des besoins les plus fondamentaux des étudiants du CESAC, justement, c'est d'avoir accès aux ressources en ligne. Donc, félicitations à ce que vous faites déjà. Et, je passerai la parole à notre collègue du Canada. Vous excuserez ma mémoire, j'oublie les noms. Il y en a trop Victoria, beaucoup c'est aujourd'hui. Victoria. Victoria. Oui, Victoria, parfait, merci beaucoup. Mais je vais faire du pouce à ce que Fatou disait tout à l'heure. Donc c'est sûr que c'est ça, les ressources, nous on dit plutôt les ressources électroniques. C'est sûr que toutes nos collections, le catalogue de la bibliothèque, du réseau des bibliothèques, ainsi que
tous nos abonnements électroniques sont tous disponibles en format électronique depuis maintenant de nombreuses années. Puis c'est d'ailleurs c'est ça les attentes de nos étudiants, c'est que ça. Ils s'attendent à avoir tout sur le pouce directement, rapidement. Puis on essaie de leur fournir ces accès. C'est sûr que ça prend beaucoup de travail. Des fois, on dit que la bibliothèque devient un petit peu invisible dans ce sens que les étudiants ont accès à ces ressources, mais ils savent pas que derrière, c'est la bibliothèque qui travaille fort pour justement permettre ces accès, pour conclure des ententes avec les fournisseurs des bases de données. Donc, on travaille en consortium. On a des consortia à l'échelle nationale, régionale. Nous, étant donné qu'on est dans la francophonie, on dit hors Québec, parce que vous connaissez donc la province du Québec, c'est la province francophone du Canada, donc c'est vraiment la concentration de la francophonie canadienne, tandis que nous, on est une petite province à côté, donc on est la francophonie hors Québec, alors en situation minoritaire. Donc c'est ça, ça nous permet de travailler avec nos collègues de partout au pays et aussi même dans les ententes internationales pour donner accès à nos étudiants aux ressources électroniques. Mais là, donc, les attentes sont là, les ressources sont là aussi, mais ce qui manque peut-être, c'est les compétences informationnelles. Donc, je vais en parler peut-être à travers les questions aussi, parce que Fatou a touché à la formation. Donc, nous, bien sûr, on offre la formation à nos étudiants à plusieurs niveaux, puis on essaie de les accompagner dès la première année jusqu'à la fin de leurs études. L'université de Moncton, c'est l'université de 3 cycles. Nous, c'est un petit peu le système un petit peu différent. On a le baccalauréat qui est le premier cycle. Ensuite, c'est la maîtrise qui est l'équivalent du master probablement. Puis par la suite, c'est les études doctorales. Alors, on a de tout. On est une université généraliste. On est une petite université et on offre un grand nombre de programmes. Donc, c'est un petit peu notre défi aussi parce qu'il faut vraiment offrir toutes sortes de ressources. On a des bases de données qui sont spécialisées dans certaines disciplines, comme par exemple dans des disciplines de sciences, par exemple, ou d'autres. Puis, il y a des bases de données qui sont très multidisciplinaires, donc on a de tout. Donc, je ne sais pas si ça donne une idée, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va préciser des choses. Donc, on continue. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Donc, où que l'on soit dans le monde, je comprends que le réel problème ou le réel besoin justement de nos usagers, c'est l'accès aux ressources en ligne. Et donc, je m'en vais poser la question à notre collègue du Cameroun, Madame Kété, pour savoir quels sont les obstacles justement auxquels vous faites face au Cameroun pour pouvoir mettre à la disposition de vos usagers les ressources électroniques. Merci de me passer la parole. Alors, à la suite des autres, je vais mentionner qu'au Cameroun, les bibliothèques sont encore beaucoup plus physiques. La plupart des bibliothèques universitaires sont encore sur la forme physique des bibliothèques traditionnelles, comme nous pouvons les appeler. C'est pour cela que, dans le but de moderniser le travail, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est la tutelle des universités, a mis sur pied un projet de e-National Higher Education Network dans l'optique de moderniser le système national d'enseignement supérieur. Et dans ce projet, nous y trouvons la e-library, le programme de e-library qui consiste à doter les bibliothèques universitaires du matériel informatique leur permettant de mettre les documents à la disposition des étudiants. Alors, tout part du constat que, effectivement, nos étudiants ont de la peine à accéder aux ressources numériques. Et le premier obstacle à cet accès à l'information est bel et bien l'absence du matériel informatique d'abord.
l'absence du matériel informatique. Plusieurs étudiants étant issus de familles pas très aisées n'ont pas la possibilité de s'offrir un ordinateur. Et c'est dans cette optique que le ministère de l'Enseignement supérieur, à la demande du président de la République, a mis à la disposition des étudiants des ordinateurs qu'on a appelés PDH pour leur permettre de pouvoir se connecter et avoir l'information partout où ils peuvent se trouver. Chaque étudiant a reçu en son temps un ordinateur portable. Le deuxième obstacle que nous rencontrons dans notre métier, c'est l'absence de la formation du personnel, puisque nous qui travaillons dans les bibliothèques, nous ne pouvons donner que ce que nous-mêmes nous avons. Nous pouvons que donner ce que nous avons. Donc, si le personnel lui-même n'est pas déjà à la base bien formé et outillé à l'usage de l'outil informatique, il ne peut pas servir l'usager. Donc, nous avons ce problème-là de formation du personnel. Et à notre niveau, nous avons beaucoup d'écoles actuellement au Cameroun qui forment dans le métier de l'information documentaire. À l'Université de Douala, à la faculté de lettres, nous avons une filière qui forme à l'ingénierie documentaire pour pouvoir permettre au personnel des bibliothèques de se mettre à jour. Nous avons des séminaires organisés par les associations comme APICA, ABACAM, qui nous permettent de temps en temps de nous rencontrer entre professionnels et de nous tenir la main pour pouvoir lever l'équivoque à ce niveau. Bon. Pour ce qui est de la ressource en information, les universités ont pris des abonnements dans des grandes revues scientifiques. Par exemple, chez nous à l'Université de Douala, nous avons accès à Terre Info, par exemple, qui permet aux enseignants-chercheurs et aux étudiants d'accéder à leur base de données pour pouvoir s'enrichir au quotidien. Bon. Maintenant, nous-mêmes, en tant que professionnels de l'information, qu'est-ce que nous faisons face à la demande, puisque nous constatons que les chercheurs, comme on appelle aujourd'hui la génération technique, qu'est-ce qu'il faut faire pour intéresser les chercheurs, les étudiants à la lecture, à la recherche? Nous aussi, nous nous abonnons à des revues scientifiques, à des plateformes numériques, des partages de documents que nous mettons à la disposition de nos étudiants au quotidien. Voilà un peu en gros comment nous fonctionnons au Cameroun. Merci. Merci beaucoup de votre partage, Joséphine. Déjà, avec le fait d'initier, de mettre à disposition des usagers certains ordinateurs pour qu'ils puissent avoir accès aux ressources. Ça, c'est déjà bien. Fatou, dans son introduction tout à l'heure où elle parlait des besoins, elle disait elle a parlé de la fracture numérique, justement, qui est une réelle question pour les pays africains que nous sommes. Mais je sais que chacun œuvre à son niveau pour que, quelles que soient les difficultés, on puisse avoir, même si ce n'est pas totalement un peu, accès aux documents. Donc, je passerai la parole à... Bonjour. 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 Je peux avant de passer la parole. OK. Pour les interventions, on prendra les interventions et les contributions à la fin, lorsque les panélistes auront fait le tour des questions. Maintenant, si également vous voulez dire quelque chose sur la partie exacte de tout à l'heure, vous pouvez également écrire dans le chat. Oui, je vais écrire dans le chat. C'est parce que c'était pour compléter ce que Joséphine elle dit. D'accord, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Merci beaucoup. À Victoria, alors,
Concernant les stratégies d'engagement de vos usagers, quelles stratégies mettez-vous en œuvre pour mieux les impliquer, les étudiants par exemple, et les chercheurs aussi, hein, à l'utilisation d'outils Internet? Joséphine, elle a parlé par exemple de formation. Et Fatou également, si je ne me trompe, est-ce que vous en faites également chez vous? Oui, oui, bien sûr. On a en fait les questions qu'on a, j'ai envie de parler de tout ça parce qu'en fait, ça vient tout ensemble. On ne peut pas vraiment séparer les choses. D'ailleurs, vous mentionnez la fracture numérique. Moi, j'habite dans un pays euh, quand même riche qui devrait pas se plaindre mais la facture numérique, elle existe quand même. Ça peut être au niveau des accès aux ordinateurs, aux autres devices que les étudiants utilisent. Ça peut être au niveau aussi des compétences. C'est une chose d'avoir l'ordinateur devant toi, mais il y a des étudiants qui arrivent qui ne connaissent pas du tout comment l'utiliser. Donc ça c'est tout des défis qu'on a quand même qui rentrent en jeu lorsqu'on parle des accès aux ressources électroniques. Donc ça peut être au niveau des compétences. J'ai mentionné déjà les compétences informationnelles. On distingue aussi les compétences informationnelles des compétences numériques. Donc, c'est vraiment la manipulation le travail avec l'équipement. C'est comment travailler dans un document Word, comment préparer les travaux, etc. Donc, on a tout ça. Puis notre clientèle vient. Ça, j'ai pas mentionné encore, mais on a à peu près 40% de la population étudiante qui vient de l'international. Donc, les niveaux sont les niveaux de base avec lesquels les étudiants arrivent sont très, très différents. Donc, c'est aussi notre défi un petit peu en première année d'essayer d'amener les étudiants sur une base commune. Donc, pour certaines, c'est très, très élémentaire, les choses qu'on présente, mais pour d'autres, c'est complètement nouveau. Il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas de désavantage à ce niveau-là. Alors, moi, ce que j'ai noté ici, donc les ressources financières, c'est que les abonnements, ça peut être très dispendieux, puis ça augmente, les coûts augmentent à chaque année. J'ai mentionné les compétences informationnelles. Puis nous, à l'Université de Moncton, on essaie vraiment de positionner la bibliothèque comme la bibliothèque est vraiment au cœur de toutes les activités de la communauté universitaire, que ce soit les étudiants, les chercheurs, le corps professoral, etc. Donc, la bibliothèque est au cœur. Des fois, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça peut être un petit peu invisible. Donc, les étudiants viennent à la bibliothèque pour travailler dans les espaces, dans les salles qui sont disponibles. Il y a le parc informatique justement aussi avec les ordinateurs qui est disponible. Il y a toute une série de logiciels qui sont disponibles. Donc c'est le lieu de travail, c'est le lieu de rencontre. Mais derrière ça, comme tous les accès qu'on leur offre, des fois ils savent même pas que c'est la bibliothèque qui a fourni ces accès. Donc puis c'est ça, on a un petit peu de tout, comme on a mentionné, la formation, on est intégré dans les facultés, donc chaque faculté a sa propre bibliothécaire qui est vraiment la personne ressource pour toutes les questions d'accès à l'information, de recherche documentaire, tout ce qui touche en fait ce monde numérique, ressources électroniques, etc. On est dans les cours obligatoires aussi, on enseigne les compétences informationnelles. Donc, je ne sais pas si je suis dans la question, mais tout ça, vraiment, puis on travaille, on a des relations quand même personnelles aussi avec beaucoup de profs. Comme j'ai mentionné, l'Université de Moncton est une assez petite université, puis notre slogan, si vous voulez, c'est vraiment l'université à taille humaine. C'est-à-dire, ça nous permet aussi de connaître notre monde. Il y a des cours où il y a vraiment petit nombre d'étudiants, donc chacun se connaît. Donc, ça permet quand même de connaître les besoins de nos utilisateurs, puis de travailler aussi individuellement, mais d'avoir toutes sortes de stratégies pour contrer les obstacles. Merci beaucoup, Victoria.
pour ce partage parce qu'il est nécessaire que les utilisateurs ou les usagers qui fréquentent nos bibliothèques, c'est vrai qu'on leur offre assez de services, mais ça ne servirait à rien cet effort que nous aurions fourni en arrière qu'ils ne puissent pas les utiliser. Donc, il est nécessaire, comme vous l'avez mentionné, comme les autres panélistes également ont mentionné, de mettre en œuvre d'autres stratégies pour leur permettre justement d'utiliser nos offres et services. Merci beaucoup. Donc, je passerai la parole à Fatou pour qu'elle puisse nous dire si au CESAG, il y a des collaborations entre les bibliothécaires et les enseignants-chercheurs pour que les étudiants puissent être au mieux adaptés à l'utilisation de leurs ressources. Merci beaucoup, Issenam. Oui, au CESAG, il y a une collaboration entre les enseignants, les étudiants et les bibliothécaires. Voilà. Donc, je m'explique un peu. Pendant, par exemple, la rentrée scolaire, la bibliothèque fait de nouvelles acquisitions d'ouvrages, voilà, physiques. Donc, comment on fait? On demande à chaque professeur de nous envoyer les références bibliographiques des documents qu'il compte utiliser pendant ses cours. Et en fonction de ça, on va faire un arbitrage en fonction du budget aussi qui a été mis en place pour la bibliothèque. Voilà. Pour les étudiants, on appelle les gouverneurs ou alors les responsables de classe qui vont demander un peu à leurs camarades quels sont les livres qui les intéressent pour l'année académique, par exemple 2024-2025. Aussi, à chaque fois, moi-même, en tant que bibliothécaire, quand je reçois un étudiant qui me dit, Madame, est-ce que vous avez tel document? Je dis non. Donc, mon chef ou alors mon supérieur me demande à chaque fois de prendre note. Et donc là, du coup, si l'ouvrage n'existe pas à la bibliothèque, je prends note. Et puis après, au moment d'acquérir les documents, on va faire un petit arbitrage en fonction des moyens qui sont là pour acheter les documents. Aussi, il y a une autre possibilité. Avant le Covid, on avait un club de lecture, le club de lecture du CESAG que j'animais moi-même personnellement. Et à travers le club de lecture du CESAG, à chaque fois, j'invitais un professeur écrivain. C'est-à-dire, si vous écrivez un livre ici au Sénégal, ou alors même en Afrique, que vous séjournez au Sénégal, la bibliothèque vous donne l'occasion de venir voilà, vous exprimer sur votre ouvrage, faire un petit exposé. Les étudiants vont poser des questions-réponses. Il y aura aussi une séance de dédicace voilà, avec l'auteur. Et après, on fait une photo de famille. Aussi, à travers le club de lecture du CESAG, quelque part, on avait aussi, comment dirais-je, à travers les réseaux sociaux, une page où on publiait nos rencontres, mais aussi, ce que j'allais dire aussi, en quoi c'était intéressant. Par exemple, dans une business school ou alors une école universitaire. Ici au Sénégal, à chaque fois, il y a les concours interuniversitaires, que ce soit en génie en herbe ou dans d'autres domaines. Donc, si, par exemple, l'école remporte un prix ou quelque chose comme ça, donc du coup là, c'est comment dirais-je, en honneur pour la bibliothèque de dire dans son site, la bibliothèque du CESAG met à l'honneur cette semaine tel étudiant qui a remporté tel prix ou alors telle classe qui a remporté tel prix lors du concours de tel. Et là, les étudiants sont très contents. Et donc, du coup, à chaque fois, on va dire, Madame, quand est-ce que je vais entrer dans votre site? Quand est-ce que vous allez faire? Voilà. Donc, en fait, ça crée quelque part un engouement parce que tout le monde a envie de bien faire pour être vu dans le site de la bibliothèque ou alors dans quelque chose. Parce que voilà, c'est un moyen de se faire connaître dans l'école parce que dans les business schools, quelque part aussi, c'est quelque part, comment dirais-je, la compétition qui est rude. Donc, pour obliger un peu les étudiants à travailler, il y a ces genres de challenges qu'on lance, voilà. Et aussi, parfois, quand il y a des concours, comment dirais-je, dans d'autres pays, par exemple, l'année surpassée, il y a nos étudiants qui étaient partis en Chine, jusqu'en Chine pour concourir et qui ont remporté un prix. Donc, voilà, c'est des choses, en fait, qu'on développe à travers les réseaux sociaux, mais c'est des choses qui, quand la bibliothèque le met dans son champ parce que les autres services ne le font pas, ou alors ceux qui sont chargés de l'insertion professionnelle ne le font pas. Donc, du coup, nous, on cherche à attirer quelque part les gens chez nous. Et donc là, ce qui fait qu'en matière d'enquête ou de satisfaction des étudiants, ou alors de nos utilisateurs, les gens, quand on entre dans ce domaine-là, la bibliothèque du CESAG est toujours à l'avance devant les autres services. Donc voilà, sans nous vendre. Hein. Avec humilité, sans vous. En Oui, tout cas, avec merci. humilité. Merci d'avoir partagé avec nous
la collaboration que vous faites avec les enseignants-chercheurs. Et Madame Joséphine Kété, est-ce que vous avez quelque chose de pareil chez vous également? Oui, oui, au sein de notre bibliothèque à la faculté de médecine, nous avons mis sur pied des petites animations. Nous avons par exemple la journée du livre que nous célébrons en avril. Nous avons un club de lecture que nous avons mis sur pied et qui nous permet de communiquer, d'échanger avec les étudiants et les enseignants, ce qui nous amène parfois à être submergés par le travail. Parce que dans le club de lecture, par exemple, nous avons un groupe WhatsApp où nous échangeons et chaque fin de semaine, nous lançons un vote sur le livre de la semaine. Donc, ça veut dire que le jeudi, nous mettons sur pied un vote. Nous proposons des ouvrages que nous avons en rayon à la bibliothèque et les étudiants votent pour le livre de la semaine qui suit. Et à partir du vote des étudiants, les enseignants les réfèrent à la bibliothèque pour faire des recherches. Ça nous permet en même temps de faire une fiche de lecture que nous mettons à leur disposition en les renvoyant sur le net pour chercher l'auteur et le livre de ce dernier. En plus de cela, nous devons ajouter que l'acquisition des nouveaux ouvrages ne dépend pas toujours de la bibliothèque, mais des moyens mis à la disposition par l'administration. Et à notre niveau, ce que nous faisons, c'est de recenser les besoins des lecteurs, de recenser les besoins des lecteurs et la bibliothèque où ils font des observations sur les ouvrages qu'ils aimeraient avoir. Et lorsque nous les avons pas, nous transmettons les doléances à l'administration qui se charge de les mettre à leur disposition. Alors, je voudrais revenir un peu sur le club de lecture pour mentionner que c'est Joséphine, s'il vous plaît, Joséphine, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher un peu du micro Oui. parce qu'on vous entend un peu de loin, s'il Oui, vous vous me plaît. recevez? Oui, là, c'est bon. Merci. Vous pouvez continuer. Allô? Oui, on vous reçoit. Je vous disais juste que vous pouvez vous approcher un peu du micro parce qu'on avait un peu de mal à vous entendre. Je vous entendais un peu de loin. Mais maintenant, c'est bon. Allez-y, s'il vous plaît. C'est bon, mais vous me recevez? Oui, là, c'est bon. D'accord. Merci. Je parlais du club de lecture. Le club de lecture nous a permis en fait de, d'éveiller l'amour de la recherche au sein de la communauté facultaire. Parce que nous avons constaté à notre arrivée que la bibliothèque n'était pas fréquentée du tout. Alors nous nous sommes dit comment on peut faire pour intéresser les étudiants à la chose. Et nous avons mis un club de lecture qui a abouti à un journal de la faculté. Donc, c'est une expérience qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons et nous l'avons proposé déjà à l'administration facultaire, nous pensons déjà à mettre en ligne les publications endogènes de la faculté pour permettre une plus grande visibilité de ce qui se passe en interne. Merci beaucoup, Joséphine, pour cette partie de la valorisation de la culture et ce que vous faites également avec votre club de lecture. C'est impressionnant. Du coup, je reste avec vous pour vous poser la question par rapport à l'innovation technologique. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que dans votre bibliothèque, vous en utilisez? Est-ce que vous utilisez, par exemple, les plateformes collaboratives ou bases de données interactives?
pour travailler peut-être dans votre quotidien à vous-même ou également dans l'interaction avec vos usagers? Oui, nous utilisons l'intelligence artificielle au quotidien, parce que nous ne pouvons pas nous en passer. Nous devons être à la page pour nous servir les usagers. Personnellement, j'ai fait l'expérience de l'intelligence artificielle dans le traitement de mes ouvrages en décrété. Ça me facilite le travail. Et l'intelligence artificielle me permet aussi de pouvoir mettre à la disposition de mes lecteurs des ouvrages, des nouvelles publications, des nouvelles parutions au quotidien. Donc, nous faisons recours à l'intelligence artificielle au quotidien. La véritable difficulté ici, c'est comme je disais, l'absence souvent de matériel de travail. Par exemple, la connexion Internet qui n'est pas très fluide, et l'accès à certaines ressources qui n'est pas à la portée de tous, c'est payant en fait. Et nous n'avons pas toujours les moyens de nous les procurer. Donc, avec l'aide de l'administration facultaire, nous travaillons en collaboration avec une start-up qui a mis sur pied une box qui permet de mettre des documents en ligne. En fait, cette box permet aux étudiants d'accéder aux livres numériques sans connexion Internet sur un rayon de 50 à 100 mètres à l'intérieur du campus. À travers cette box-là, il suffit juste de la brancher à un circuit électrique. Les étudiants ont accès aux données que nous enregistrons et peuvent travailler à l'intérieur du campus. Voilà comment est-ce que nous essayons de résorber cette difficulté-là, puisque l'accès à Internet n'est pas l'apanage de tout le monde. Merci, Joséphine, d'avoir partagé avec nous vos efforts dans l'utilisation des ressources numériques, à savoir l'une des toutes dernières, l'intelligence artificielle. Du coup, je me retourne vers Victoria avec la même question. Comment, à l'Université de Montchamp, vous arrivez à réinventer la relation usager-bibliothécaire grâce à l'intelligence artificielle? Oui, merci. Je vais juste dire entre parenthèses que j'ai un petit peu de difficulté à entendre Madame Joséphine. Alors si je répète ses propos ou en tout cas j'essaie de faire du pouce, mais en tout cas je suis désolée. Alors oui, intelligence artificielle, c'est sûr que il faut préciser qu'on parle de l'intelligence artificielle générative. C'est ça ce qui est arrivé, l'explosion qui a eu lieu dans les 2 dernières années. C'est à cause des outils comme ChatGPT, puis les autres qu'on connaît, Copilot, Gemini, etc. Donc, c'est l'intelligence artificielle générative qui est rentrée comme, comme une tempête dans nos vies universitaires. Moi, d'ailleurs, c'était mon année mon année sabbatique, donc j'étais pas là pendant la première année, mais je sais que toute l'université, tous les niveaux universitaires, tant nous à la bibliothèque, les membres du corps professoral, ont travaillé fort pour intégrer cette technologie-là, pour apprendre comment l'utiliser et surtout comment donner des balises à nos étudiants, comment utiliser l'intelligence artificielle générative. Donc là, on parle de ChatGPT, par exemple. Mais si on parle de l'intelligence artificielle de façon générale, comme moi, je regarde la page d'accueil de la bibliothèque Champlain, puis déjà, ça fait plusieurs années qu'on utilise l'agent de clavardage, le chat, qui dit clairement notre IA peut vous assister. Donc, je regarde sur la page d'accueil, puis il y a tout un travail derrière qui est fait. Donc, il y a quelqu'un, mon collègue, qui vérifie, qui alimente la base de données, qui vérifie les réponses qui sont données, mais c'est l'agent de l'intelligence artificielle qui chatte
qui fait le clavardage avec nos usagers, qui répond à leurs questions. J'ai mentionné tout à l'heure aussi la chaîne YouTube de la Bibliothèque Champlain. Donc, on a plusieurs tutoriels qu'on met à la disposition de la communauté universitaire. C'est sûr que c'est beaucoup de travail parce qu'il faut continuellement les mettre à jour, l'aspect visuel qui change, les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, depuis quelques mois, on expérimente, on fait de l'expérience avec des agents justement de l'intelligence artificielle qui agit comme c'est grâce, j'essaie de formuler la chose. Donc, en fait, la personne qui parle, c'est une création de l'intelligence artificielle. Puis d'ailleurs, si Senam partage le lien vers la chaîne YouTube de la Bibliothèque Champlain, vous pourrez voir. Puis la personne qui parle dit « Je suis la création de l'intelligence artificielle », puis je vais vous parler du plagiat ou de ci, de ça. Donc, c'est déjà très intéressant. Mais c'est sûr que, comme j'ai dit, l'intelligence artificielle générative, ça, on l'inclut maintenant dans nos formations. On en parle donc au long et au large. Tout le temps, si on a, c'est sûr que c'est un sujet très, très, très complexe. On a eu une journée de réflexion à l'Université de Moncton il y a quelques mois c'était pas organisé par la bibliothèque, mais une collègue était sur le panel aussi. Donc, on prend vraiment, on fait la sensibilisation, on essaie de s'éduquer à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, mais comme j'ai dit, c'est une distinction parce que l'intelligence artificielle, ça existe depuis plusieurs années, puis même lorsqu'on utilise les bases de données, puis on a la liste de suggestions de nos mots-clés ou toutes les algorithmes et tout ça, en fait, à la base, c'est de l'intelligence artificielle derrière. Donc, on essaie, j'avoue que c'est beaucoup d'apprentissage. On en parle à chaque réunion des bibliothécaires. On en parle, on partage nos expériences. Qu'est-ce qui se passe dans ta faculté? As-tu eu des questions? Est-ce que tu as été invité pour donner une formation? Est-ce que les profs donnaient? Donc, on est vraiment très, très actifs dans ce nouveau apprentissage pour permettre justement à nos étudiants, aux membres de la communauté universitaire, d'utiliser l'intelligence artificielle de façon éthique. D'ailleurs, moi, quand je fais mes formations, je fais l'acronyme IA, mais vous savez, l'IA, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est aussi l'intégrité académique. C'est un sujet qui a toujours été dans nos présentations. On parle de citer vos sources, etc. Donc, l'IA, maintenant, je dis IA, c'est deux choses. Oui, c'est l'intelligence artificielle que vous avez hâte d'apprendre davantage, mais c'est aussi, n'oubliez pas, l'intégrité académique. Il faut utiliser l'intelligence artificielle de façon éthique et il faut vraiment apprendre à travailler avec ces outils-là. Donc, j'espère que j'ai complété un petit peu la réponse de Madame Joséphine, puis je vous ai donné quelques pistes peut-être de réflexion. Merci. Merci beaucoup, Victoria. En tout cas, ce que je retiens, c'est la mise en garde, utiliser, mais raisonnablement, intégrité académique. Du coup, je sais également que dans certaines bibliothèques, là, vous avez parlé du clavardage, si je le prononce très bien, mais je sais également qu'il y a d'autres bibliothèques qui utilisent aussi des réseaux sociaux, tout en utilisant l'IA pour permettre à la réponse interactive rapide avec leurs usagers lorsqu'il n'y a pas quelqu'un de fixe disponible. Ça permet de répondre vite aux attentes et d'être présent pour les usagers. Merci beaucoup, Victoria. Du coup, Fatou, je retourne vers toi. Je ne sais pas si peut-être tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'utilisation des IA chez vous, mais tu répondras également à la prochaine question. Du coup, je vais faire en toute brièveté, je vais remercier Victoria parce que l'intelligence artificielle n'est pas encore arrivée chez nous. Donc, du coup, merci à Victoria qui a bien répondu à tout ça. Donc, elle a répondu à ma place. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, en attendant que le CESAC adopte l'intelligence artificielle, quelle initiative prenez-vous au CESAC pour réduire la fracture numérique? Par exemple, vos étudiants qui sont à l'étranger, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas avoir accès, ce n'est pas votre
faute à cause du fait qu'il n'y ait pas un débit d'Internet dans certains pays. Mais qu'est-ce que vous faites pour eux? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, si c'est à l'extérieur du Sénégal, c'est pas de notre faute. Donc, du coup, comment on fait? Les étudiants prennent les mesures nécessaires avant de partir pour pouvoir accéder. C'est-à-dire, sur Scholarbox, par exemple, il y a la possibilité d'imprimer quelques pages. Je pense qu'à l'époque, si je me souviens bien, c'est 25 pages par ouvrage parce que par respect du droit d'auteur, on ne peut pas tout imprimer. Donc, pour la bibliothèque du CESAG aussi, on a les ressources numériques et aussi les ressources physiques. Parfois, par respect encore du droit d'auteur, on peut photocopier quelques parties. On a une machine à photocopier ici avec des identifiants et mots de passe pour chaque étudiant qui souhaite ouvrir un compte. Donc, aussi, ça, c'est toujours le respect du droit d'auteur. En fonction de votre thème, vous pouvez photocopier quelques parties, mais pas tout le document. Même chose aussi pour les revues physiques et les magazines auxquels nous sommes abonnés aussi. Voilà, en gros, c'est ça. Ils essaient de compenser un peu. Donc, du coup, de retour dans leur pays respectif, ils auront de la documentation physique. Maintenant aussi, ceux qui ont les moyens dans leur pays respectif, ils peuvent se connecter à Internet. Ce n'est pas général. Donc, ceux qui habitent dans les capitales, trucs comme ça, ils ont toujours accès à Internet. Mais aussi, parfois, même dans la capitale, ils vous le disent, même dans la capitale, c'est pas stable. Et aussi, il y a aussi le manque d'électricité parce je me souviens d'un étudiant, bon, je ne dirais pas trop le pays, qui me dit, Madame, là, il y a tout le temps des coupures d'électricité. Donc, du coup, ce qui est mieux, c'est que il y a certains qui restent à Dakar jusqu'à la fin de la formation ou avant même de quitter Dakar, ils font tout leur possible pour rédiger le mémoire de fin d'études. Voilà. Donc, il y a certains qui peuvent s'en sortir. Les autres, ils vont se rabattre un peu sur la photocopie. Et ceux qui auront aussi la connexion une fois arrivés dans leur pays, c'est tant mieux. Voilà. Merci beaucoup, Fatou, pour ce partage et merci pour ce que vous faites déjà aux étudiants qui se retrouvent, je dirais, un peu dans la précarité numérique. Et je me retournerai vers Joséphine. Comment fait le Cameroun? Je sais que tout à l'heure, vous avez déjà parlé d'une box à laquelle certains étudiants, j'imagine que s'ils viennent se connecter à cette box, c'est parce qu'ils n'ont pas un bon débit chez eux. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose par rapport à l'inclusion numérique, ce que vous faites pour d'autres, hein, pour réduire la, la fracture numérique pour ceux-là? Alors, pour dire la fracture numérique, vous me suivez? Alors, vous me suivez? Oui, je vous entends, mais Alors, si vous pouvez approcher un peu du micro, ça nous aiderait, s'il vous plaît. d'accord. Pour réduire la fracture numérique, comme je vous disais tout à l'heure, en interne, nous avons déjà cette box. Nous avons cette box qui nous a été proposée par une start-up EduR, qui nous permet justement d'alimenter les étudiants dans le campus. Et pour aller au-delà du campus maintenant, l'administration facultaire a pensé à la mise en ligne de nos productions endogènes ici. Et ce projet est en train de prendre corps. Il est en train de prendre corps parce qu'effectivement, nous avons plusieurs de nos étudiants qui se sont déplacés et qui ne peuvent plus avoir accès aux travaux de recherche qu'ils ont effectués au sein de la faculté. Nous comptons donc mettre ces travaux-là en ligne pour qu'ils puissent avoir accès à l'information, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et pour la consultation à l'intérieur de la bibliothèque, nous permettons aux étudiants de filmer, puisque là, nous n'avons pas de photocopieur. Nous leur permettons de filmer juste quelques pages des documents qu'ils veulent consulter pour pouvoir protéger le droit d'auteur. Voilà un peu comment nous faisons pour briser cette limite-là. Merci beaucoup, Joséphine, pour ce partage. Et je voudrais rester avec vous
Désolée pour le bruit. Donc, je disais que Joséphine, j'aimerais bien rester avec vous et vous poser la question suivante. Quel indicateur ou outil votre bibliothèque utilise pour mesurer, par exemple, l'impact que vous avez sur vos usagers? Comment évaluez-vous? C'est vrai que vous avez mis des solutions, des stratégies en place pour pouvoir mieux les aider. Maintenant, comment est-ce que vous arrivez à savoir que cette stratégie-là, elle a marché et je vais pouvoir continuer par l'utiliser ou est-ce que je dois l'améliorer en ajoutant ce petit aspect? Comment vous faites? Merci pour la question. Euh, Nous avons en fait le retour des usagers. Et je prendrais par exemple l'aspect livre de la semaine dont je parlais tout à l'heure. Alors nous avons imaginé que en mettant ce projet sur pied, le livre de la semaine, nous allons, ce projet nous permettra d'abord de faire connaître notre fonds documentaire et d'amener les étudiants à s'intéresser à la bibliothèque. Alors, nous avons commencé à publier le livre de la semaine. En retour, nous savons que le projet a été accepté parce que les enseignants déjà reviennent vers nous et nous disent, mais madame, au lieu de dire le livre de la semaine, vous pourriez par exemple dire les livres de la semaine parce qu'il y en a beaucoup. Comment allez-vous faire jusqu'à la fin de l'année académique pour que les étudiants soient au courant de votre fonds documentaire? Alors, proposez-nous plusieurs livres. Ça, c'est d'une part. D'autre part, après avoir publié le livre de la semaine, nous recevons beaucoup d'étudiants à la bibliothèque qui viennent nous dire, madame, nous voulons tel document parce que l'enseignant leur donne comme devoir de rentrer, consulter ce document et de faire un résumé. Autre chose que nous pouvons mettre en exergue, c'est le registre, notre registre d'entrée à la bibliothèque. Lorsque nous le consultons, nous voyons les observations des usagers et nous essayons d'améliorer certains services que nous leur offrons au quotidien. Voilà un peu comment est-ce que nous jaugeons le degré de travail que nous faisons au sein de la bibliothèque, l'acceptabilité de ce que nous faisons au sein de la bibliothèque par notre public. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, vous avez parfaitement répondu à la question. Vous, c'est par rapport au retour des usagers que vous savez que la stratégie là que nous avions mis en place, elle fonctionne. Donc, tout à l'heure également, je vous remercie beaucoup, Joséphine. Tout à l'heure, Fatou nous a parlé d'un questionnaire de satisfaction qu'ils ont envoyé à leurs usagers et à 88%, ils ont eu du positif. Donc, je demanderai à Victoria quelles sont les stratégies de mesure que eux ils ont au Canada pour voir si les stratégies qu'ils proposent aux usagers répondent réellement à leur attente. Oui, très bien. Donc, pour cette question, j'ai noté trois pistes, si vous voulez. Donc, tout d'abord, les bases de données, tous les abonnements que nous avons, les ressources électroniques, on a toujours des statistiques d'utilisation. Donc, ça, c'est vraiment des chiffres qui nous permettent de voir est-ce que les ressources sont utilisées. On les compare. C'est aussi notre outil, si vous voulez, lorsqu'on renouvelle nos abonnements, lorsqu'on négocie avec les fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment les chiffres froids qui parlent. Donc ça, c'est une chose. Puis des fois, c'est sûr que si on s'abonne à une nouvelle ressource, puis c'est une ressource qui est vraiment spécialisée dans une discipline, on fait le travail supplémentaire pour faire plus de promotion, pour offrir peut-être des petites formations, comment utiliser, etc. Donc, on travaille, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on est vraiment à l'université de taille humaine. On n'a pas les défis, par exemple, de Fatou, qui est vraiment une université panafricaine. Donc, on travaille vraiment, on connaît nos usagers.
Puis on a aussi leur feedback, le contact direct avec nos usagers qu'on a. Donc s'il y a des difficultés d'accès ou s'ils nous consultent sur quelles ressources utiliser. Donc, on a constamment en ce contact avec nos usagers-là. Donc, j'ai mentionné les statistiques d'utilisation, j'ai mentionné le contact direct. Puis, il y a aussi justement un sondage qui a été administré tout récemment. C'était pas moi, ma collègue qui s'occupe justement des services techniques, des acquisitions de tous ces abonnements-là. Elle a monté un sondage qui a été distribué à tous les membres du corps professoral. C'était surtout visé sur le corps professoral, mais c'est vrai qu'il y a aussi la population étudiante. Mais les professeurs, si les profs sont sensibilisés, c'est sûr que ça va avoir des répercussions sur leurs étudiants. Donc, ils vont recommander davantage les ressources de bibliothèque, ils vont l'inclure dans les travaux du cours, etc. Donc, ce sondage était exprès sur les ressources électroniques, puis on a eu le feedback des professeurs, puis je sais que ma collègue est en train d'analyser l'information, mais ça sera vraiment, j'ai vu les résultats préliminaires, puis c'est très intéressant parce que c'est vraiment par faculté, par département, puis on voit les lacunes, on voit des fois peut-être un manque de connaissances de nos ressources, puis on voit aussi l'appréciation des services et on voit l'appréciation des ressources qui sont les plus utilisées. Donc, c'est vraiment les données qualitatives pour compléter les statistiques d'utilisation qui sont les données quantitatives. J'avoue que ce type de sondage, c'est pas quelque chose qu'on fait sur base régulière, c'est peut-être souvent c'est ça le défi, donc on est tellement dans le vif du sujet, puis on travaille chaque jour pour donner accès, etc. Mais c'est le bout où il faut vraiment avoir le feedback, puis savoir est-ce que l'argent qu'on paye pour les abonnements, est-ce qu'il y a un retour sur l'investissement, est-ce que ces ressources sont utilisées, puis il y a des ressources qui sont très, très dispendieuses. J'ai mentionné tout à l'heure dans les défis, c'est vraiment les coûts d'abonnement qui augmentent d'une année à l'autre. Puis moi, en fait, j'ai pas eu la chance de parler, mais je travaille beaucoup pour faire la promotion du libre accès à la recherche. C'est vraiment mon dossier, ça me tient à cœur. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce sens. Puis c'est ça pour moi, c'est mon dada, c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup d'espoir dans ce mouvement qui est maintenant vraiment mouvement, comment dire, qui n'est plus marginal, c'est vraiment un mouvement qui a pris de l'ampleur. Alors, c'est ça. Encore une fois, ça devient complexe, mais comme j'ai dit, si je retourne à la base, j'ai mentionné les statistiques d'utilisation, sondage et aussi le contact direct pour obtenir du feedback. Merci beaucoup. J'ai noté que il y a deux choses qui sont communes aux trois pays. C'est le retour physique, parce que le Canada et le Cameroun le partagent. Et il y a également cette enquête de satisfaction où on obtient des réponses du public quant à l'utilisation, donc ce qui est commun au Sénégal et au Canada. Donc, nous sommes trois. On a tout le monde qui est présent aura remarqué qu'il y a un pays qui est déjà un peu en avance et il y a d'autres qui essayent d'un peu à leur manière de faire ce qu'ils peuvent pour leur public. Du coup, la question suivante est de savoir comment est-ce qu'on peut mutualiser nos efforts, parce que nous tous, nous sommes des professionnels de l'information documentaire, comment les bibliothécaires sénégalais ils pourraient faire, comment les Camerounais ils peuvent faire, comment les Canadiens professionnels nous pouvons tous faire pour mutualiser nos efforts. Donc, je poserai la question à Fatou. Oui, donc du coup, pour mutualiser nos efforts, je pense d'abord à la collaboration interuniversitaire. Parce que parfois, il y a mes étudiants qui me disent, Madame, quelles sont les conditions pour aller à la bibliothèque de l'UQAD? Ou alors, quelles sont les conditions pour aller à la bibliothèque de la Banque centrale de la BCEAO? Et dans ce cas-là, soit j'appelle, si je connais le collègue personnellement, je l'appelle, je lui dis, ah, il y a tel de mes étudiants qui veut venir. Et là, on programme un jour où il peut passer pour consulter les documents. Donc,
d'abord, il y a cette barrière-là, qu'on soit obligé de connaître parfois le collègue ou alors de demander à quelqu'un qui connaît le collègue si la personne peut venir. Voilà. Bon, chez moi au CESAG, il y a les journées portes ouvertes. Tous les mercredis, on fait journée portes ouvertes pour les étudiants qui sont dans d'autres institutions. Donc, je pense qu'à travers la collaboration entre bibliothécaires universitaires, déjà, on pourra d'abord aider les étudiants à avoir accès aux ressources documentaires parce que, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que moi, je suis dans une bibliothèque spécialisée en sciences de gestion. Toutefois, si le sujet de mémoire de l'étudiant porte sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la santé peut-être, donc du coup là, on est un peu bloqué parce que je n'aurai pas les ressources documentaires nécessaires pour répondre aux besoins de l'étudiant. Et dans ce cas-là, il faut recommander à l'étudiant d'aller dans une bibliothèque qui est spécialisée dans ce domaine. Donc là, je pense que ce sera intéressant. Aussi, il y a la collaboration entre professionnels parce que l'année surpassée, à travers le projet SEGLA, qui a été développé par l'Allemagne, c'est pour les élus locaux. Donc, on a reçu ici, à la bibliothèque du CESAG, 3 de nos collègues qui venaient du Niger et du Mali parce que c'est un projet que l'Allemagne avait développé pour les 3 universités de Niamey, de Bamako et du CESAG ici au Sénégal. Donc, les collègues sont venus ici pendant une semaine et déjà, on a pu travailler ensemble en leur montrant le fonctionnement de notre bibliothèque, comment on utilise PMB, comment on utilise ICATOM avec les archives. Tout ça, ça a été productif, mais ce n'est pas des partenariats qui existent tout le temps. Il faut à chaque fois qu'on ait un bailleur à l'étranger qui vient et qui fait en sorte que ces rencontres puissent avoir lieu. Donc, du coup, dans la collaboration professionnelle et la collaboration inter-universitaire, on aura beaucoup de choses à gagner. Voilà, merci. Merci. C'est pourquoi il est très intéressant, si je dois appuyer sur la partie collaboration entre professionnels, d'adhérer à des associations. Et aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que l'AIFBD a pensé faire un webinaire. Et donc, c'est entre ces petits contacts que finalement, on crée des liens qui pourraient nous servir où que nous soyons sur le globe. Merci beaucoup, Fatou. Donc, vient la dernière question que je poserai volontiers à Joséphine. D'abord, quelles sont les perspectives d'avenir en matière du numérique par rapport aux offres que vous proposez à vos usagers? Joséphine, vous êtes avec nous? Joséphine, vous êtes avec nous. Si Joséphine ne répond pas pour l'instant, je poserai la question à Victoria, s'il te plaît. Merci, je prends. C'est une grande question. Je peux commencer en disant que bon, tout ce qu'on vient de dire en fait sur la mutualisation de nos efforts, etc. Si on parle du monde numérique, si on parle de l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça va continuer à évoluer à une vitesse incroyable. Nous, on est une profession qui est vraiment à l'affût de tous ces progrès, donc il faut toujours se tenir informé. Puis c'est nous qui, déjà dans le monde de l'éducation, on travaille avec les chercheurs, les professeurs, les étudiants, c'est l'avenir de nos pays, c'est la nouvelle génération. Donc eux, ils nous arrivent avec leurs propres compétences, chaque génération est tellement différente l'une de l'autre. Puis on apprend aussi, nous, on apprend de nos étudiants, mais on constate aussi qu'il y a des lacunes, donc même dans l'utilisation des ressources électroniques, dans l'utilisation des devices qu'ils ont, des ordinateurs. Donc tout ça, il faut vraiment travailler ensemble. Il faut continuer dans ce sens. Il faut pas. C'est-à-dire, il y a quand même une base de notre profession, l'utilisation de l'information, l'utilisation éthique de l'information. Donc ça, ces principes ne changent pas. Mais il faut vraiment se tenir à l'affût de toutes les nouvelles tendances, puis le progrès. Puis il faut continuer dans ce sens. Puis j'appuierai de tout cœur l'idée
de se connaître, de travailler ensemble, de s'appuyer. C'est là d'ailleurs, je pense que le libre accès à la recherche, ça rend en jeu aussi parce que ça enlève les barrières, ça enlève les murs pour avoir accès à l'information, avoir accès à la recherche. Donc, dans ce sens, oui. Puis les ressources même que Essanam a mis à votre disposition, juste quelques liens. Mais tout ça, c'est encore une fois, c'est disponible en ligne. Puis des fois, même entre nous, on se dit pourquoi réinventer la roue? On parle de la même chose. On a les guides thématiques sur certains domaines. Donc, on peut vraiment travailler ensemble pour s'appuyer, pour ne pas réinventer la roue, pour aider nos étudiants de façon plus efficace. D'ailleurs, quand je parle du libre accès à la recherche, c'est sûr que j'ai en tête aussi les licences Creative Commons, les CC, les licences qui permettent justement la réutilisation des ressources. Donc, nous, on essaie, dans la mesure du possible, d'attribuer les licences Creative Commons à notre documentation pour justement pour que les autres puissent s'en servir. Donc, je pense que dans ce sens, c'est une mutualisation des efforts très agréable dans les deux sens. Alors, c'est ça, encore une fois, c'est juste quelques idées dans une question qui est très, très large puis très, très profonde. Je vous invite à faire du pouce, à continuer de développer. Merci beaucoup Valérie. En tout cas, il faut que nous puissions nous donner la main en tant que professionnels et aller à l'affût de l'information pour pouvoir mieux répondre aux besoins de nos usagers. Je ne sais pas si Joséphine est toujours là. Ton micro est fermé. Est-ce que tu voudrais nous parler de quelques perspectives? Si, comme ça, après, on pourra passer la parole aux participants pour qu'ils puissent faire un partage ou poser des questions aux intervenants. Joséphine, nous sommes à toi si tu nous entends. OK. Bah, je ne vois pas de signe venant de Joséphine. Donc, je remercie les participants d'avoir été là. On a été nombreux à être là pendant ces 1h20, ces 1h30. Donc, justement, la parole est à qui voudrait la prendre pour poser la question soit à Fatou, à Victoria ou à Joséphine ou même à Daniel si vous voulez savoir quelque chose de l'association. Pour prendre la parole, il vous suffit de lever la main et on vous attribuera la parole. Joséphine, votre micro est fermé depuis... Je ne sais pas si vous nous entendez. Oh. Là, il suffit de réactiver votre son. En attendant que Joséphine puisse nous joindre, vous avez des questions, chers collègues? Comment se passe l'intégration du numérique chez vous? Quels sont les défis? Donc, je vois Monsieur Kadio qui lève la main, donc vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. OK, voilà. Bonjour. Est-ce que je peux dire quelque chose avant Monsieur Kadio? Est-ce que vous permettez Allez-y, la oui, Madame allez-y, Madame Chantal. Oui, Oui, allez-y, Madame Madame Chantal. Oui, Madame la modératrice, bonjour. Merci Bonjour. Bon, merci de me passer la parole. Nous allons remercier ici l'AIFBD, Victoria, Fatou pour ces... Nous avons beaucoup appris pour cet enrichissement. Moi, je suis le conservateur en chef de la bibliothèque de l'Université de Douala. Je suis maître de conférence, enseignante au département de communication. Effectivement, Joséphine, c'est ma jeune collègue. Comme elle a si bien annoncé, je voudrais tout simplement contribuer un peu pour compléter en fait ce qu'elle a apporté, son exposé. Je voulais apporter juste des compléments d'informations. Donc voilà, comme elle a décrit, au niveau national, effectivement, nous avons 11 universités, mais à l'université de Douala,
Ça fonctionne un peu, c'est un système de bibliothèque, la grande BU et les bibliothèques périphériques. Effectivement, et les jeunes collègues viennent d'arriver, c'est elle gère la bibliothèque de la faculté de médecine. Et je voudrais donc quand même repréciser ici que il y a quand même une politique, les politiques publiques sont en faveur de l'accès à l'information scientifique, l'accès aux bases de données et au contenu électronique, si vous voulez. Donc, raison pour laquelle, au niveau de notre tutelle, il y a toute une politique générale pour toutes les universités, y compris dans les facultés de médecine. Parce que la faculté de médecine de l'université de Douala est une jeune faculté. Celle de Yaoundé, par exemple, le CUS, là-bas, tout est. C'est vrai que les collections sont hybrides dans nos universités en général, mais si on se rend au CUS, par exemple, à l'université de Yaoundé 1, ils ont de l'avance sur Douala qui est encore un peu en chantier, parce que la tutelle a dû financer une coopération avec la Chine pour les équipements. Parce que la question de la bande passante, la question des équipements, tout ça, ce sont des nœuds pour avoir accès à l'information électronique. Donc, les équipements sont en place. Actuellement, même on est en train de refaire la bibliothèque pour le circuit au niveau de la grande BU, pour le circuit électronique, pour la refaire et les contenus devraient suivre. Et au niveau national aussi, nous avons, comme vous avez parlé de la mutualisation, effectivement au Cameroun, il y a eu cette approche-là. Il y a même eu un consortium qui s'est mis en place, qui est dormant, effectivement pour faire les plaidoyers auprès de l'administration au niveau de la politique générale pour avoir un peu plus de moyens pour acheter ces bases de données en dehors de tout ce qui est gratuit, des open access, des accès libres. Et la question du renforcement des capacités, former les collègues, mutualiser, partage des compétences pour éviter aussi le fossé entre les universités, même au niveau du Cameroun et effectivement avec un pays comme nous avons vu chez Victoria au Canada, ils ont de l'avance. Et tout ça est un peu dormant, mais nous sommes en train de nous activer pour que ce soit relancé. Parce que les séminaires, les workshops, peut-être les journées d'études, tout ça, c'est un peu dans la dynamique de ce que le réseau fait, l'AIFBD. Donc, au niveau national aussi, nous nous mettons ensemble pour essayer de voir comment non seulement aider nos jeunes collègues, mais que toute la communauté universitaire, c'est-à-dire les enseignants et les étudiants, avec le LMD, les étudiants sont obligés de passer par l'accès au contenu pour réussir leur cursus académique. Donc, je disais cela pour tout simplement compléter ce que Joséphine a dit, qu'à son micro-niveau, elle fait des efforts qui sont faits, mais en amont, au niveau de l'instance qui est appelée, par exemple, le conseil des publications, dont je suis le rapporteur, avec les doyens de faculté, les écoles, il y a tout ça, donc les choses se mettent en route. Et je pense qu'avec des webinaires comme ceci, moi, j'ai pris la peine de noter toutes ces compétences-là et on verra donc comment à notre niveau, au niveau national et même au niveau africain, on peut le partage d'expérience. Ça aussi, ça peut beaucoup nous aider et avec l'intelligence artificielle qui nous rattrape là, je crois que les formations, parce que ça passe par les formations aussi, beaucoup ne sont pas outillés. Ça pourra nous aider à avancer. Et dans le cadre de la coopération entre les universités, nous faisons aussi le plaidoyer dans ce sens-là pour partager les ressources. Parce que vous savez, le problème en Afrique, c'est que ça ne fait pas toujours partie des priorités. Voilà pourquoi nous travaillons dans le plaidoyer et les budgets ne suffisent pas. Donc, nous travaillons sur le open access parallèlement et nous essayons de voir dans le cadre des conventions et des coopérations avec les autres universités si on peut aussi même partager les ressources, dans quelles conditions, comment on peut partager pour la satisfaction de nos étudiants et nos enseignants. Et moi-même, j'enseigne, comme j'ai dit dans le chat là, des enseignements comme recherche documentaire, compétences informationnelles, le problème la question de référencement, de l'éthique académique, tout cela. Ceci aussi on envisage de le partager avec les jeunes collègues. Parce que si chacun dans sa faculté, son école, dans son université, on réduit ce fossé, je crois qu'au niveau national, ça peut régler un problème et avec l'appui des réseaux au niveau national et international, on va
essayer d'avancer. y Donc, arriver, merci infiniment. effectivement. Mm. Merci beaucoup, Madame Chantal, pour le partage et d'avoir soutenu Joséphine pour nous parler plus de ce qui est fait au Cameroun. Merci beaucoup. Notre collègue Mathieu, il est toujours là. Oui, bon après-midi à tous. Bon Merci. après-midi, Madame Essenam, Joséphine Kétier. Je salue tous les intervenants ici présents. Donc, c'était un réel plaisir. Je m'appelle Mathieu Kadjo, ingénieur documentaire, bibliothécaire. C'est encore le Cameroun qui va parler. Donc, je salue toute cette belle initiative que nous suivons même depuis le Cameroun à travers le professeur Chantal Mkouko, qui est d'ailleurs membre du conseil d'administration, et notre collègue Joséphine. Oui, vraiment, j'ai suivi avec beaucoup d'admiration les interventions, que ce soit ceux du côté du Sénégal ou au Canada, sur au Cameroun. J'ai juste une question. C'est vrai que le professeur Mkouko a déjà abordé tous les autres aspects, notamment l'environnement socio-culturel, c'est-à-dire il faut bien comprendre l'environnement socio-culturel et politique, qui voudrait que les bibliothèques ne soient pas toujours la mieux attirée dans les budgets des institutions universitaires. Et il y a notre collègue Joséphine a également, pardon, moi, il y a une préoccupation qui m'intéresse et que je pense que les bibliothécaires doivent s'approprier à cette ère de l'intelligence, à cette ère du numérique, non pas du numérique aussi, c'est l'intelligence artificielle. Donc, elle a évoqué ce sujet. Si elle peut revenir et nous montrer comment, soit à travers les techniques ou quels sont les outils, si elle peut revenir là-dessus sur les outils qu'on peut mettre en place pour faciliter la collecte, l'acquisition, la collecte des données et du moins des collections et à mettre à disposition des usagers. Et aussi, comment est-ce que à travers l'intelligence artificielle, on peut évaluer l'accès aux collections par les différents usagers, le service et aussi la surcollection. Merci. Merci, Mathieu. Votre question est adressée à qui, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien capté. Je crois que c'est Madame Victoria qui parlait. Madame Ok, Victoria de l'Université de d'accord. Moncton. Ok, Oui, et merci peut-être aussi beaucoup. notre camarade du Sénégal qui a partagé une très belle expérience. C'est Madame Fatou Kiné, si elle peut aussi partager son expérience sur ce sujet-là. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kadio. Donc, Victoria et Fatou, la parole est à vous. Et juste après, on prendra l'une des dernières questions. Ce sera celle de, je pense que c'est une femme, Maïssa Faye, j'espère. Parfait, merci beaucoup pour la question. Donc, si j'ai bien capté la question comme telle, c'est comment on peut, comme la bibliothèque n'est pas toujours très avantagée dans le contexte socioculturel, les politiques, etc. Donc, moi, je vais mentionner une chose que je pense que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, qu'on travaille beaucoup en consortium. Donc, on est la bibliothèque toute seule, une petite bibliothèque, c'est sûr qu'on n'a pas de ressources, on n'a pas de vote très fort, mais si on se met ensemble, donc on travaille beaucoup dans ce sens, puis ça fait depuis peut-être les 20 dernières années, surtout avec l'arrivée ce qu'on appelle des bouquets de ressources électroniques, des choses comme ça. Donc, on s'était aperçu que vraiment, il faut se mettre ensemble pour pouvoir négocier avec les fournisseurs, mais aussi que notre parole soit bien entendue. Alors, c'est ça, j'ai mentionné les consortiums, donc les regroupements au niveau régional, au niveau national, parmi les bibliothèques francophones. Donc, on fonctionne beaucoup dans ce sens. Puis ces consortiums, ces regroupements-là font bien plus que uniquement négociation avec les fournisseurs, ce qui nous permet de réduire les prix d'abonnement. Mais ça aussi, comme j'ai dit, ça donne une voix très forte aux bibliothèques, puis tout ce qu'on apporte dans le monde de l'éducation, c'est très important. Donc ça c'est une partie de ma réponse à la question. Et aussi, vous avez mentionné l'intelligence artificielle pour
évaluer nos services et l'utilisation des ressources électroniques. Donc ça, je suis pas certaine, mais c'est sûr que l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses. Je prétends pas être une experte dans ça, donc probablement c'est à explorer. Puis les outils vont continuer à évoluer, à développer, donc on va suivre. Puis on va essayer de se tenir quand même à l'affût, puis on va les utiliser dans notre travail au fur et à mesure que ça arrive. Merci beaucoup, Victoria. Merci d'avoir apporté des éléments de réponse à la question de Monsieur Kouadio. Et donc, on donnera la parole à Maïssa Faye pour sa question. Bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur. Ah, monsieur Faye, Oui, désolé. c'est Je monsieur, pensais c'est ce que je voulais d'abord souligner. Désolée. Donc, vous avez Non, la parole. d'accord, il n'y a pas de problème. En fait, je suis archiviste de formation, doctorant à l'EBAT, à l'école de bibliothécaire, archiviste et documentaliste. En fait, j'avais une petite contribution qui forcément va aboutir à une question. Donc, c'est par rapport à l'impact du numérique dans les services, dans les bibliothèques, les centres de ressources en général. Donc, ce que je voulais d'abord souligner, c'est que aujourd'hui, que nous soyons bibliothécaires, archivistes ou documentalistes, on doit forcément admettre que le numérique est en train de gagner du terrain et pour certains, remplacer nos métiers, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas. Mais il faut, au-delà de tout, admettre que les usagers pensent que avec l'Internet, ils peuvent se procurer les données, les références bibliographiques qu'il faut. Si vous prenez aujourd'hui l'exemple de l'intelligence artificielle qui, à la place des bibliothécaires, des archivistes et des documentalistes, peut répondre à toutes les questions, les références bibliographiques et tout. Pour moi, ce qu'il faut, c'est que le professionnel de l'information documentaire, il doit se former dans les outils de l'IA, se former, bref, pour pouvoir utiliser le numérique et proposer des formations aux usagers, qu'ils soient étudiants, enseignants, chercheurs, ainsi de suite. Pour moi, c'est que le professionnel il doit essayer de se réinventer, se former et proposer des formations. Maintenant, la question que j'avais aux panélistes, aux trois panélistes, Victoria et Fatou Diop, c'est que si vous faites un recul de 2 ans ou 3 ans, quel est l'impact du numérique dans vos services, dans vos bibliothèques respectives en fait? Les usagers ont-ils augmenté? Ont-ils régressé? Quelles sont les, quelles sont les précautions à prendre pour en fait essayer d'intégrer le numérique dans vos différents services, dans vos différentes bibliothèques? Merci. Fatou et Victoria, la parole est à vous. Merci, monsieur Maïssa Faye, pour cette question. Cette question rejoint un peu celle de tout à l'heure, comment vous évaluez. Et donc, du coup, comme vous avez pu évaluer cela, vous pouvez répondre à la question de Maïssa, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maïssa. Donc, du coup, ça, c'est une question intéressante parce que moi-même, je me la suis posée. Donc, moi, en mettant en ligne les mémoires de fin d'études, les projets professionnels et les ouvrages, de même que les revues, j'ai constaté une petite baisse. Et quand j'ai refait encore un petit questionnaire pour demander aux étudiants, ils m'ont dit, mais madame, tout est déjà en ligne. Voilà. Donc, je pouvais recevoir plus de 150 personnes par jour. Et donc là, quand j'en arrive à 70, 80, forcément, il faut se poser la question. D'abord, si je remonte à 2 ans, 3 ans en arrière, c'était à cause du Covid. Donc, c'était bien que tout soit en ligne pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs. Mais après le Covid, on a l'impression que quelque part, les étudiants se sont un peu renfermés encore avec ce système-là de tout est en ligne. Voilà. Donc, il fallait trouver une autre politique pour qu'ils reviennent à la bibliothèque. Et donc là, ils reviennent. Mais c'est quoi? Pour faire des travaux de groupe, pour étudier en solo. C'est aussi parfois pour dire, madame, si je reste à la maison, il y a tout le temps quelqu'un qui va frapper à la porte pour me dire, oui, ça va, on va manger ça, truc comme ça. Donc,
le concept de bibliothèque comme troisième lieu, parce que quand j'ai fait le programme Jeune Leader de Bibliothèques sans frontières voilà, c'était un programme qui a été fait en 2015 avec Jérémy Lachelle. Là, on nous parlait de bibliothèque comme troisième lieu. C'est le concept-là qui revient maintenant. Ça veut dire que quand vous restez à la maison, vous ne faites pas grand-chose. Quand c'est au travail aussi, à chaque fois, on toque à la porte pour vous demander des trucs, voilà. Donc là, ils reviennent, mais pas forcément pour la même chose. C'est pour chercher un espace qui est calme, paisible pour travailler. C'est aussi soit un espace de coworking où ils peuvent faire des travaux de groupe entre eux, trucs comme ça. Et aussi, c'est là qu'il faut réinventer la bibliothèque en mettant en place peut-être comment dirais-je, quelque chose d'un peu plus accueillant, le confort qui va avec, le café qui va avec, aussi, comment dirais-je, la connexion Internet pour que les étudiants reviennent en force. Voilà. Il y a aussi la politique culturelle, c'est-à-dire créer des événements, des expositions, des visites de musées. Donc, quand c'est comme ça, à chaque fois, c'est à nous de nous réinventer, de chercher à booster notre public pour qu'il revienne. Donc, ça, c'est-à-dire que c'est un travail permanent qui revient à chaque fois. Étudier le comportement de nos utilisateurs pour les adapter au contexte actuel. Parce que même si tout se trouve en ligne, il y aura toujours, comment dirais-je, l'utilité de la bibliothèque qu'on pourra montrer de notre façon. Donc ça, c'est ma pensée. Merci beaucoup, Fatou. Je ne sais pas si brièvement, Victoria voudrait ajouter quelque chose et on prendra la dernière question, celle de Marius, pour pouvoir laisser les autres personnes aller vaquer à leurs occupations de la journée ou de la soirée. Merci, Victoria, vous avez la parole. Je vais être très brève. D'ailleurs, Fatou a très bien décrit les éléments principaux de cette transformation-là. Puis d'ailleurs, je lis le commentaire de Madame Chantal, ne faudra-t-il pas réinventer notre métier? Moi, je suis convaincue que notre métier, fondamentalement, ça ne change pas dans le sens où on est les gardiens de l'information, c'est l'accès à l'information qui nous tient à cœur. Donc c'est tous ces éléments-là, ça demeure. C'est sûr que le monde change, les conditions changent, etc. Donc nous, c'est sûr qu'il faut être flexible. Puis j'ai mentionné tout à l'heure qu'on essaie de se positionner comme vraiment le cœur de la vie universitaire, de la vie d'étudiant, le concept du troisième lieu, tout à fait. Quand je parlais des étudiants qui viennent ici pour étudier, les salles d'études, etc., c'est justement même les lieux physiques, de l'espace physique de la bibliothèque ont beaucoup changé. Avant, c'était toutes des collections imprimées. Maintenant, on a toujours des collections imprimées, mais comme tout le rez-de-chaussée est devenu vraiment les espaces de travail, le parc informatique, donc on se réinvente dans ce sens où la bibliothèque ne reste pas la même, mais quand même le fond au cœur de nos activités, c'est l'accès de l'information, c'est la réussite étudiante, c'est l'avancement des sciences. Donc c'est vraiment tout ça qui demeure la base. Puis les outils changent, mais tant mieux, nous, on est prêts à suivre, puis à prendre aussi l'initiative dans certains sens. Alors, on est tous sur la même page quand même. Je me rends compte avec grand plaisir, que malgré toutes nos différences, les distances, les difficultés, les challenges, etc., on travaille pour la même chose, puis on a les mêmes ce qui nous stimule, ce qui nous motive, on est tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoria. Oui. Et Sénam, s'il te plaît, je voudrais juste rajouter quelque chose aussi. Il y a certains qui mentionnent parfois qu'ils préfèrent la lecture physique à la lecture numérique. Ouais. Surtout les gens qui ont des problèmes de vision, ils préfèrent. Ça, c'est aussi quelque chose, un facteur que j'ai relevé. À chaque fois que j'ai des étudiants, je pose la question de savoir pourquoi vous ne voulez pas utiliser telle chose. La bibliothèque numérique, pourtant, il y a le document qui est là. Ils disent non, parce qu'ils ont un problème avec la vue. Donc, se concentrer toute la journée avec l'ordinateur, ça devient un problème. Bah, du coup, ils préfèrent le support physique. C'est ça, merci. Et il y a aussi ceux qui sont tout court des bibliophiles, ils préfèrent le contact physique et le contact du toucher avec le livre physique. Donc, ils continueront, quelle que soit l'avancée du numérique, à venir fréquenter les lieux que nous gardons. Donc, Monsieur Marius, vous avez la parole. Brièvement, s'il vous plaît. Merci. Je suis Marius, archiviste de formation.
Oui, en fait, je voudrais présenter mon point de vue concernant l'intelligence artificielle et le numérique dans les bibliothèques ou alors les centres d'information documentaire. Euh, je voudrais dire que j'ai fait une observation de près de 2 ans déjà en fonction des catégories d'âge, en fonction des générations. J'ai posé des questions à certains aînés d'une cinquantaine d'années d'âge. Comment eux ils faisaient sur la maîtrise de la langue. La langue, donc je vais dire l'orthographe des mots et tout. Tout ce qui va, c'est le point de départ, c'est la lecture. Ils m'ont parlé de la lecture. Ils avaient des documents à leur portée. Donc, ils étaient constamment autour des mots, autour des documents et tout. Maintenant, à notre âge, notre ère, nous les jeunes, je veux dire la trentaine, de la trentaine à la vingtaine en descendant, on a pour la plupart, on a cette difficulté d'expression, cette difficulté de la maîtrise de la langue. Peu importe la langue vraiment, mais on a cette difficulté de la maîtrise parce que, je vais dire, l'influence de l'intelligence artificielle et du numérique, je veux dire, n'est pas encore appropriée, euh, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Du coup, je vais donc poser la question à Victoria et Fatou, qui a bien évidemment, Fatou qui a présenté également quelques obstacles du secteur numérique. Déjà, l'électricité qui n'est pas stable, la connexion qui n'est non plus stable, la politique même nationale, le public qui vraiment n'est pas engagé vers ce sens-là de la stabilité des modalités qui vont accompagner la mise en place ou alors l'intégration du numérique et de l'IA dans la gestion ou le partage de connaissances. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, euh, c'est une priorité de placer déjà, parce que j'ai l'impression que nous courons tous vers le numérique, alors que euh, je me dis c'est peut-être par imitation. On voit des pays déjà stables qui ont rempli toutes les conditions, qui peuvent se le permettre. Mais nous, je pense qu'en Afrique, on doit beaucoup travailler. Est-ce que vous pensez donc que euh, c'est la priorité, c'est sur cet axe-là qu'on devrait voir le développement des métiers de documentation, des bibliothécaires, ou alors de la révolution de la vulgarisation des bibliothèques en Afrique? Donc, voilà un peu ma préoccupation. Merci beaucoup, Monsieur Marius. Donc, Victoria ou Fatou, est-ce que vous pensez, ah non, plus peut-être Fatou que Victoria, est-ce que tu penses que le numérique ou l'intelligence artificielle, c'est notre problème ou bien on a d'autres priorités? Fatou, s'il te plaît, ton micro, il est fermé. Voilà, du coup, Marius, pardon. Voilà, donc si c'est au Sénégal, oui, on peut se le permettre parce que c'est stable. Bon, pardon aussi de le dire comme ça, parce qu'au Sénégal, c'est stable politiquement, c'est stable, donc on peut, et on ne peut pas le dire malheureusement pour nos voisins qui sont du Mali, du Niger et des autres pays. Oui, ça craint quelque part. Mais je pense que c'est bien quand même qu'on essaie un peu avec tous les programmes, par exemple ici au CESAG, pour la recherche et l'innovation, on doit continuer à essayer. Et même dans les autres pays aussi, même s'il y a des problèmes d'accès à l'électricité ou d'accès à Internet, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer pour pouvoir combler ce gap et réduire la fracture numérique. Et moi-même, je suis confiante parce que je vous dis, je travaille dans une école sous-régionale. Rien qu'en voyant tous ces jeunes qui viennent de pays différents, je me dis que Dakar, le Sénégal est même le mieux, le plus indiqué pour qu'une fois rentrés dans leur pays, ces étudiants essaient de reproduire la même chose qu'ils ont vu ici au Sénégal, d'essayer de reproduire ça dans leur pays respectif.
Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je pense que oui, il faut continuer. Le Sénégal est comme un laboratoire en Afrique parce qu'il y a beaucoup de possibilités quelque part et il y a aussi la stabilité pour le faire. Donc, du coup, moi, je me dis que quelque part aussi, on a beaucoup évolué parce qu'il y a une année où j'ai reçu un étudiant qui venait de la République centrafricaine qui me disait, Madame, à travers le club de lecture du César, qui me disait, Madame, j'ai grandi dans la peur parce qu'il a grandi dans la guerre. Et en venant à Dakar, Patrice, que je peux nommer, est devenu l'un des étudiants modèles au César, quelqu'un qui était très assidu, qui a fini aussi avec de bonnes notes, qui a pu avoir son diplôme, qui est retourné dans son pays en Afrique centrale. Donc, pour moi, c'est un espoir quelque part d'accueillir ici de jeunes Africains qui vont apprendre beaucoup de choses ici à Dakar, qui auront des opportunités de reproduire quelque part ça dans leur pays, ou même plus, de faire mieux même dans leur pays. Donc, du coup, je pense que oui, il le faut. Il le faut. Il faut tout faire pour qu'à l'ère du numérique, qu'on soit à jour des nouvelles technologies, de la marche du monde, de comment ça évolue. Voilà, c'est important quand même. Merci beaucoup, Fatou. Merci. On garde cette note positive. Oui, c'est notre problème. On doit continuer par se mettre à jour, même si nous rencontrons des difficultés, parce que c'est nécessaire qu'on soit à l'afflux de l'information. C'est nécessaire pour qu'on puisse aider les autres à avoir accès à l'information, la bonne information. Et donc, ce soir, nous étions ensemble pour discuter du thème bibliothécaire universitaire et usager, réinventer la relation à l'heure du numérique. Nous remercions l'AIFBD qui a, grâce à elle, on a pu avoir ce webinaire. On s'excuse parce qu'on a dépassé de quelques minutes, mais c'était parce que les échanges étaient très intéressants. On remercie Hélène qui nous a assistés et qui a géré le Zoom. Je remercie Joséphine qui, malgré les quelques problèmes de connexion, a été là, a partagé ce qu'elle savait par rapport au thème. Je remercie Fatou et Victoria. Vous trois, vous avez assuré. Merci à Daniel qui nous a soutenus pour que ce projet puisse avoir lieu aujourd'hui. Nous en aurons plusieurs dans l'année. Vous serez au courant. Nous vous invitons à ne pas oublier d'adhérer à l'AIFBD pour continuer ces échanges. Et au cas où vous auriez envie d'avoir les mails, je dirais, les contacts des intervenantes, vous pouvez faire la demande à l'AIFBD et elle se fera le plaisir de vous faire une mise en contact. Maintenant, je ne sais pas si vous seriez d'accord, pour ceux qui sont dans de beaux espaces, d'ouvrir vos caméras, d'afficher vos beaux sourires et en fait une capture, si vous êtes d'accord. Donc, je vois des caméras qui s'ouvrent. On vous remercie également d'avoir patienté pendant tout ce temps, d'être resté jusqu'à maintenant. Donc, je vais à la page 1. Je vois des caméras qui s'ouvrent. Je commence par la première partie. La première est faite. Je fais la deuxième capture. Elle est faite également. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Daniel, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne se dise au revoir. Écoutez, non, la seule chose que je veux dire, je l'ai mis sur le chat, il me semble, ou peut-être que j'ai oublié, c'était les échanges étaient extrêmement intéressants, enrichissants, et que je suis assez d'accord avec Victoria. Je suis assez stupéfaite, et je le disais ce matin, parce que j'ai eu une interview dans le journal au journal Archimag. Ça paraîtra en mars, et on me demandait mon avis sur les bibliothèques francophones, les enjeux, etc. Et c'est vrai que finalement, il me semble que j'ai bien retranscrit ce qui avait été énoncé par chacun d'entre vous, pour un grand nombre d'entre vous en tout cas, qu'il y avait cette besoin de formation, qu'il y avait des fractures numériques,
n'importe où, y compris, on a vu au Canada, Victoria l'a bien dit. Il y a des disparités évidemment territoriales et nationales, mais qu'il y a une volonté manifeste de tout mettre en œuvre pour réduire cela et pour apporter le maximum aux étudiants et aux usagers d'une façon générale. Donc c'est vrai que nous sommes, si nous avons une langue entre guillemets commune, j'ai bien dit entre guillemets, parce que vous avez des langues beaucoup plus riches que la nôtre. Moi, je parle, voilà, vous avez des langues diverses en plus. Vous avez cette chance de manipuler le français d'une façon remarquable. Pour ceux, alors certes, il y en a beaucoup qui sont francophones, mais quand même, moi, j'avoue que je suis absolument épatée. Et donc, je trouve qu'on se rejoint sur plein de points et qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Et j'espère que l'AIFBD participe à ce genre de mise en œuvre, de mise en réseau, de mise en relation, et que de toute façon, c'est sûr, comme le disait tout à l'heure Essenam, c'était la première pour la section communication. Il y en a d'autres, puisqu'il y a d'autres webinaires qui sont proposés par la section formation. Il y en aura une en février. Canae Roule du Maroc va certainement nous annoncer prochainement. Mais il y en aura d'autres pour la section communication. Donc, on fera appel, encore une fois de plus, à des bibliothécaires, peut-être pas universitaires, on verra ce qui va être décidé, mais de toute façon, on reviendra aussi vers vous de façon à vous informer. N'hésitez pas effectivement à nous contacter si besoin. On répondra, alors quelquefois pas dans les médias, mais on répondra de toute façon. Vous pouvez passer par le site de l'IAFBD, vous trouverez des adresses de contact et c'est toujours transmis. Et puis à bientôt à l'IAFBD, pourquoi pas, pour ceux qui ne sont pas adhérents. Alors je sais que c'est compliqué quelquefois, mais Régent, notre trésorier, vous donnera toutes les indications et il est très au courant de tous les processus, les systèmes de mise en place. Ce n'est pas toujours évident. Bon courage à tous. Alors, bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas, nous, ici en France, il commence à faire nuit. Pour certains, c'est la matinée. Voilà, pour certains, c'est la fin de journée. Écoutez, et puis merci mille fois. Et à bientôt. Merci, oui. Au revoir tout le monde. À très bientôt.